conflits se sont aggravés depuis 2021 avec l'arrivée massive sur le territoire congolais des militaires rwandais avec leur sous-directeur, l'AFC M23, qui occupe jusqu'à ce moment la partie est du pays. Engendrer des conséquences d'ordre divers causant des millions de victimes, aussi bien civiles que militaires. Plus de 30 millions de personnes ont été touchées et ont subi des conséquences de cette atrocité, faisant d'elles des victimes directes ou indirectes de cet événement tragique. Face à la gravité des crimes recensés dans le rapport Mapping, ainsi que dans d'autres rapports subséquents des organisations du système des Nations Unies, le recours à la justice devient un impératif non négligeable. Il s'avère pourtant que la justice congolaise ne s'accommode pas de ce genre de situation. Sa conception initiale et le concept actuel ne lui permettent pas de faire face à ce type de situation. Plusieurs raisons justifient cette situation. La timide réponse judiciaire congolaise, dans sa conception ordinaire, démontre son incapacité matérielle à répondre efficacement à cette réalité. Le manque de volonté politique qui a prévalu jusqu'il y a peu à poursuivre les personnes ayant la plus grande responsabilité dans la commission de ces crimes odieux. Le caractère massif des violations pour lesquelles le système judiciaire ordinaire ne peut répondre avec des moyens matériels, humains et financiers dont il dispose. Le nombre de violations atteignant le seuil des internationaux est si élevé qu'un système judiciaire national, même fonctionnant au mieux de ses capacités, n'aurait pas la capacité de traiter un aussi grand nombre de cas. L'inefficacité des juridictions pénales nationales, dont certains de leurs animateurs ont été victimes de la barbarie des agressions, compromet ainsi leur qualité essentielle pour rendre une justice indépendante et impartiale. L'absence d'intégration des aspects importants d'une société post-conflit ou même post-dictature, tels que la réconciliation, la consolidation de la paix, le rétablissement de la confiance entre les différents acteurs sur le terrain et la reconstruction d'un état de droit. Le recours à la justice transitionnelle devient ainsi une priorité dans la mesure où elle tente d'établir des compromis difficiles entre l'idéal de justice et le réalisme politique. Cette justice s'entend comme un éventail complet de divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé en vue d'établir les responsabilités, de rendre justice et de permettre la réconciliation. Elle est axée sur 4 piliers fondamentaux. Le droit à la justice. La justice transitionnelle ne peut pas être fondée sur l'impunité, car cette dernière est pire que le crime commis. L'exercice de ce pilier implique des poursuites judiciaires contre les auteurs des violations. Le droit à la vérité. On ne construit pas l'avenir sans conscience du passé. Ce droit vise la nécessité pour les victimes et la société de connaître la vérité sur les violations du droit de l'homme commises. Sa matérialisation passe souvent par la mise en place des commissions vérité et réconciliation ou les commissions d'établissement des faits ou d'enquête. Sa mission conduit généralement à la réécriture de l'histoire de sorte à éviter les erreurs du passé. C'est ainsi qu'en Ouganda, par exemple, la cérémonie de Mato Uput, qui signifie boire la racine amère en langue akoli, entre dans cette dynamique. Il s'agissait d'une cérémonie complexe qui durait plusieurs jours et dont le point central est le moment de la boisson extraite de la racine d'Oput. C'est un arbre qui pousse dans la région mélangé à la bière locale. L'amertume de cette racine symbolisait le crime passé et la perte d'une vie. La boire signifiait que les deux parties sont prêtes à avaler l'amertume du passé, à se promettre de ne plus jamais avoir à la goûter. Le droit à la réparation. Dans la mise en œuvre de toute initiative de justice transitionnelle, la réparation est essentielle. Elle est directement et explicitement axée sur la situation des victimes, puisqu'elle vise à offrir une compensation pour les droits violés, les dommages subis et les outrages endurés. Il n'est pas possible de guérir le passé sans réparer les causes
les torts causés à une victime. Le droit aux garanties de non-répétition implique la nécessité de réformes judiciaires, institutionnelles, politiques et sociales qui doivent contribuer à la reconstruction d'un État. Il va sans dire que la justice transitionnelle s'offre de ce point de vue comme une voie appropriée à la reconstruction d'un État pour sortir d'une période de crise. L'expérience congolaise en matière de justice transitionnelle. Le constat dressé à propos de l'expérience congolaise en matière de la justice est peu élogieux, pour ne pas parler d'un échec. En 2003, la République démocratique du Congo a pris l'initiative de mettre en place une commission spéciale chargée de faire la lumière sur les événements et les injustices survenues dans le pays. Celle-ci a été dénommée Commission Vérité et Réconciliation et a fonctionné durant la période de transition politique entre 2003 et 2006. De nombreux obstacles liés au contexte politique et sécuritaire défavorable et à l'insuffisance des ressources nécessaires, entre autres, avaient empêché la Commission Vérité et Réconciliation d'accomplir sa mission. Actuellement, le gouvernement congolais a mis en place des mécanismes tels que le Fonds national de réparation, FONAREV, une politique nationale de justice traditionnelle pour concrétiser cet objectif. Le fonds est perçu comme une innovation en Afrique dans la matérialisation de la justice réparatrice en Afrique. Elle est mise en place au sortir d'un conflit armé ou d'une période dictatoriale. L'approche adoptée en République démocratique du Congo est celle de privilégier la valorisation des droits des victimes en pleine période de conflit. Cette approche pose la problématique de la prise en compte de réparation en faveur d'une victime faisant l'objet de crimes continus. En plus, l'accent semble être mis essentiellement sur l'aspect réparation. Il est dès lors crucial de privilégier une approche complémentaire de mise en œuvre de ces mécanismes. Que faire alors? Mesdames et messieurs, en vous rang, grade, titre, qualité du protocole hospitalier. Les mécanismes de la justice traditionnelle, lorsqu'ils sont mis en place de manière isolée, comme ce fut le cas en 2003 en République démocratique du Congo ou dans plusieurs pays africains, sont voués à l'échec. J'estime à ce propos qu'il est important de privilégier une approche holistique de la justice transitionnelle en RDC. La mise en place d'une politique holistique de justice transitionnelle qui s'appuierait sur la création de mécanismes divers et complémentaires, judiciaires et non judiciaires, s'avère cruciale. Une stratégie en matière de justice de transition sera d'autant plus efficace et légitime s'il y a une complémentarité entre les différentes initiatives prises dans ce contexte, en particulier les poursuites, les commissions de vérité, les mesures de réparation et la réforme des institutions. C'est ainsi que rechercher la vérité sans initiative pour punir les auteurs des violations, reformer les institutions et réparer les victimes peut n'apparaître comme rien de plus que des mots. De même, en l'absence de mécanismes de recherche de la vérité, les réformes institutionnelles ou les programmes de réparation pour les victimes, punir un nombre restreint d'auteurs de violations peut être perçu comme un acharnement sur des boucs émissaires ou une forme de revanche politique. Les réparations en l'absence d'autres mesures de justice transitionnelle peuvent être considérées comme de l'argent sale, un moyen d'acheter le silence ou le consentement des victimes. Enfin, reformer les institutions sans essayer de satisfaire les attentes légitimes de justice, vérité, réparation des victimes se révélera non seulement inefficace du point de vue des responsabilités, mais également un probable échec en soi. Par conséquent, il serait souhaitable que la mise en œuvre de la justice traditionnelle en RDC, suivant une approche holistique, respecte cette logique séquentielle pour garantir son bon développement. La mise en place d'une juridiction appropriée, mixte, capable de connaître les atrocités commises sur le territoire congolais. Le travail de cette juridiction devrait être épaulé par celui d'une commission de vérité digne de ce nom
qui peut aider à déterminer les responsabilités institutionnelles, politiques, militaires et autres, à préserver les éléments de preuve, à identifier les auteurs des exactions et à recommander des mesures de réparation et des réformes institutionnelles, et à offrir aux victimes une véritable tribune d'où elles peuvent s'exprimer et qui est mieux adaptée à leurs besoins qu'une procédure judiciaire. La réussite d'un tel mécanisme est souvent tributaire à la volonté politique. Et à ce jour, nous croyons en cette volonté politique. La mise en œuvre du pilier réparation devra dépasser le cadre national pour inclure aussi la responsabilité des pays tiers impliqués dans le conflit. Il y a lieu de noter que les individus et les compagnies telles que les multinationales qui exploitent les ressources minières de la RDC durant la période de conflit devraient également être condamnés à payer des compensations s'ils sont trouvés criminellement responsables. Un tel travail ne pourra être considéré comme complet sans prendre en compte la nécessité de réformes en profondeur des institutions qui ont joué un rôle dans la perpétration des crimes. À notre humble avis, je suis convaincu que c'est en adoptant cette approche que l'on pourra garantir le succès de la justice traditionnelle en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grade, qualité, protocole respecté, voici un bref résumé de ma modeste contribution, mais significative, sur ce sujet crucial et essentiel qui revêt une grande importance dans le contexte actuel de notre pays. Je vous remercie.